Je suis fils d'éleveur. Quand j'étais enfant, chaque jour après l'école, j'allais garder le bétail. Le bétail, c'est toute ma vie. Je ne sais rien faire d'autre. Pendant combien de temps les grandes ethnies d'éleveurs africains, Peuls et Arabes, vont-elles pouvoir continuer à parcourir librement les grandes plaines du continent pour conduire leurs troupeaux de point d'eau en point d'eau à la recherche de précieux pâturages? Dans notre monde en rapide évolution, que vont devenir ces bergers qui depuis des siècles ont réussi à acclimater leurs zébus et leurs moutons à des régions arides et inhospitalières et à développer une forme d'élevage souple et autonome? Les effets de la mondialisation se font sentir jusque dans les régions les plus rurales et isolées d'Afrique. Ils menacent aujourd'hui des cultures ancestrales, restées longtemps protégées. L'avenir de ces nomades libres et autonomes est remis en question dans un monde où l'économie de marché fait loi. Un monde où les changements climatiques entraînent des sécheresses à répétition. Un monde où une augmentation démographique spectaculaire exige des États africains qu'ils puissent approvisionner en viande des populations urbaines de plus en plus exigeantes. Un monde où la contemplation et la liberté de mouvement et de pensée n'ont plus leur place. À Yoff, on a trop de difficultés. Trop de difficultés. Hassan a fait 60 ans, moi j'ai fait 35 ans. En ce moment, avant, c'était très bien parce qu'il y avait assez de pâturage. Mais actuellement, nous n'avons pas de pâturage. Les routes sont barrées, nous n'avons pas de quoi faire boire nos troupeaux. Alors que la demande en viande augmente, la situation des éleveurs se dégrade. Les premiers touchés sont les éleveurs Peuls, appartenant à la grande ethnie originaire de Nubie. Les bergers transhumants du Sahel, qui se comptent par millions, fournissent toujours l'essentiel de la viande rouge, consommée en Afrique centrale et occidentale. Mais leur liberté de mouvement est aujourd'hui remise en question, ce qui les met face à de terribles défis et à un avenir incertain. L'alimentation du bétail en zone sahélienne, elle repose quasiment à 95% sur le pâturage naturel, qui n'est pas très important et qui n'est pas très productif, de 400 à 800 kg de matière sèche, et qui subit les aléas climatiques. Donc là, il s'agit surtout de maintenir la transhumance, qui est le moyen d'aller chercher l'herbe où elle est une année et pas une autre. Donc ce déplacement est un système pour pallier les sécheresses et les risques inhérents à l'élevage et à l'alimentation du bétail. Et puis dans les zones plus sahéliennes, ces éleveurs sont les seuls qui peuvent mettre en valeur des terres qui ne peuvent être mises en valeur que par des animaux avec 4 pattes qui vont chercher de l'aliment et qui reviennent le transformer en viande qui est vendue. On ne peut pas faire de l'agriculture sauf à tomber dans les problèmes oasiens avec de l'irrigation, mais on ne peut pas faire des oasis partout. Donc la production animale est la seule qui peut valoriser ces zones marginales. À Dakar, un pôle de recherche sur l'élevage pastoral en zone sèche a été créé depuis une dizaine d'années. Son terrain d'action s'étend du Sénégal au Tchad et son équipe s'efforce de faire comprendre aux États africains les atouts des systèmes d'élevage traditionnels transhumants. Dans un contexte économique, dans un contexte écologique, à mon avis, il n'y a pas d'autre système qui permettrait de produire mieux
que ce que nos éleveurs font actuellement. Il suffit juste, comme on dit, par rapport aux objectifs de l'État, par rapport aux problèmes qui se posent du fait qu'il y a une augmentation de la démographie, il y a aussi un besoin de produire davantage, de pouvoir accompagner ce système au même titre que l'État le fait pour les autres systèmes de production. Au Tchad, pendant la saison des pluies, les éleveurs nomades occupent les grands espaces du nord du pays. Des espaces qui se couvrent alors d'herbe, comme c'est le cas près de la ville de Moussoro. Mais à l'automne, lorsque la saison sèche reprend ses droits, les éleveurs sont obligés de se replier vers le sud, à la recherche de nouveaux pâturages. Les éleveurs nomades entament une longue transhumance de près de 500 km, en longeant le lac Tchad, puis les fleuves Chari et Logone jusqu'au sud de la ville de N'Djamena. Tous les jours, les rives du Logone sont le théâtre d'un impressionnant ballet. Des dizaines de pasteurs peuls et arabes y amènent boire leurs zébus, leurs chameaux, ainsi que leurs chèvres et moutons. Comme de nombreuses familles d'éleveurs nomades, Aladji Chama et les siens ont établi leur campement à Maboloum, une zone très convoitée par les agriculteurs et les éleveurs transhumants, idéalement située à 3 km du fleuve. Ici, comme un peu partout dans le pays, les zones de pâturage et les couloirs de transhumance, créés il y a plusieurs siècles au profit des éleveurs nomades, Aladji Chama est peul. Comme tous les éleveurs de son ethnie, il ne connaît pas le nombre exact de ses bêtes, mais il connaît chacune d'elles par son nom. À la seconde où un animal disparaît, il le sent et il sait lequel. Les bêtes sont la raison de vivre des peuls et leur principale source d'alimentation à travers le lait de leurs vaches. Actuellement, en saison sèche, nous avons besoin qu'on nous facilite l'accès au pâturage et aussi aux mares. Nous avons sans arrêt des problèmes pour accéder au terrain et aux points d'eau. Le problème, c'est tous ces champs cultivés. Si les cultivateurs font leurs champs ici, ça nous oblige à aller plus loin, où il n'y a plus de culture. Il n'y a plus de place ici pour nous. C'est notre plus grand problème. Ils se mettent tous à cultiver dans ce coin. J'ai compris comment le monde marche aujourd'hui. Si tu ne possèdes pas ta propre terre, demain tu seras repoussé dans un coin difficile. C'est ce que je peux prévoir. C'est pour cela que nous devons acheter de la terre partout où c'est possible.
Ce pays a oublié ses éleveurs. Au Tchad, il n'existe pas de loi qui organise la transhumance. Il n'y a qu'une loi qui date du 31 octobre 1959. Elle est très ancienne et inadaptée aux conditions actuelles. La population et le bétail ont augmenté. La progression du désert a aussi provoqué l'arrivée d'autres éleveurs dans des zones autrefois réservées aux Peuls. Les anciennes routes de transhumance sont perdues. Les nouveaux couloirs sont devenus des champs cultivés. C'est à l'origine de ce que les gens appellent les conflits agriculteurs-éleveurs. L'insuffisance de pâturage et le manque d'eau pour abreuver le bétail poussent les éleveurs à installer leur campement autour des villages. Normalement, l'État devrait forer des puits loin des villages et préserver des zones de pâturage. Comme les éleveurs sont obligés d'utiliser les puits des villages, ça pose des problèmes. Souvent, les villageois considèrent que si les éleveurs se servent, ils n'auront pas assez d'eau pour eux et que si les éleveurs veulent de l'eau, ils doivent la payer. Parfois, cela provoque des conflits avec les éleveurs transhumants et ça peut même dégénérer en bagarre avec des morts. Les autorités locales en profitent pour dramatiser le conflit en rendant les agriculteurs victimes des éleveurs. Les difficultés que rencontrent les éleveurs en général sont nombreuses, et celles que rencontrent les Peuls sont pires encore. Parce que partout où ils installent leur campement, ils ne jouissent d'aucun droit. Ils sont rackettés par les autorités des localités voisines qui leur collent des amendes sans raison. Certains ont même été tués. D'autres ont perdu leur bétail. Ça arrive tout le temps lors des conflits avec les agriculteurs. Non seulement on doit leur payer une amende de 2000 francs CFA, mais on doit verser 5000 ou 10 000 de plus aux autorités. L'agriculteur prend l'argent et les autorités aussi. Pour l'agriculteur, c'est normal. Il a subi des dégâts. C'est le supplément pour les autorités qui nous fait mal. On ne comprend pas. L'argent taxé par les autorités, ça nous dépasse. Tous les vendredis, les éleveurs Peuls des environs de Mabouloum se réunissent pour prier et se donner les dernières nouvelles. Aujourd'hui, ils profitent du passage des représentants de leur association de nomades pour leur faire part de leurs doléances. Depuis quelques années au Tchad, comme dans tous les pays de la région sahélienne, des associations se sont peu à peu constituées pour défendre les droits des éleveurs Peuls. enen leydi caadi enen duroɓe enen en ngala belɗum ko guda ngaman en desama fayde
wala demo wala laamu to ɗen a yottike gorere tagu sa yi a ɗo o ɗum inaare am ɗo o ɗum inaare am anani yo eɗen goodi jawdi ɗoygol gol Allah magol wari en anani ɗe barama e ngala to dego to ɗen ɗum adowa kiskir guda ɗum resa ngel joge duuɓi daga mortaki fa dabbune yawta nagge wote to memiŋel ɗum ñama neɗɗo dubu 20 dubu 30 dubu 40 jawdi élevage ɗi ɗon mari barki idi ɗon kala gouvernement e ɗon watta 60 million ƴawɗe ɓe taxe hako wala dema wattata woodi ɓiɓɓe duroɓe kas élevage amma wala musa ada gadda ɗum huno dukkete kay joɗɗine le na waɗ wala ɗum woodi ɗum waray amma ɗum wangata tan ɗum wangata ha jomum nayi seyni o nana sey ɗum waɗa hawrinde bani hi goɗɗo ministre jo ha Tchad o toure be ɗereji o yaha hawtu himɓe o wara o rara himɓe o o ada massa makko o yaɓa ɗereji o yiya nasara en kugal timmi wala gaɗuki ko goti ɓe nanga séminaire ha jamena ɓe ñama ceede. Les projets échouent car les acteurs concernés ne sont pas consultés. C'est planifié dans des bureaux et une fois sur le terrain, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne prennent pas l'avis des principaux intéressés, ni celui des éleveurs, ni celui des agriculteurs. Un séminaire sur les conflits agriculteurs-éleveurs a été organisé sous l'égide d'un médiateur national. Le projet de loi qu'il nous a soumis nous a fait quitter la salle car ces lois étaient uniquement répressives et sans aucun avantage pour les éleveurs. Anani dalime ittike ay dalime ittaki daba ɓeyduɗa dalile yo gaɗeɗa anani gujjo yotto waɗuma jango hakkuma ƴiwa ɓaawa yowanma ɓuuri ɗum ko gujjo waɗanma anani ɗum fu ɗum dalime dow meɗen yo hande bo ladde maɗorike en ngala enen ni hande belɗum jon jawdi wala belɗum enen jeeyi jawdi amma en ngala belɗum en maɗike ko gangare ɓuura en jonta dottiɓe ɓe to ɓe goni dottiɓe ɓe to ɓe goni ɗanotoɗo koko oto wala gam holugo huyɓe to gujjo wari nder durayɓe ɓen jemma ɓen o wari go'oto o doggi kala haala makko metatake kanko o daɗi on gujjo warimo o maayi ma aɓe joggugo waati to ɗum pullo kam nde laato to ɗum gujjo on kanko fiɗa hakuma wara laña to pullo woni pat heɓa ɓe nanga ɓe ɓe kefti barɗo ɓe keftama kamɓe kamɓe yoɓoɓe tan diyare min mii to boddi wara ɗum waɗani ɗi diyare pullo waɗi diyare nayi bari jem jaaɓidi hakuma wari waɗani ɗi diyare. La multiplication des conflits armés s'est accompagnée de l'apparition d'une nouvelle menace pour les éleveurs nomades. Ils sont pulvérisés dans les savanes et là ils sont fragiles, disons. Ils sont isolés. Donc difficulté pour vendre le bétail, difficulté pour vendre le lait, mais ils sont accessibles, si vous voulez, aux bandits de grand chemin qui se sont multipliés, donc, que ce soit au Cameroun à une certaine époque, le problème a été résolu, en Centrafrique il n'est pas du tout résolu, au Tchad il n'est pas résolu, au Soudan non plus, voilà, il y a du banditisme et les bandits avec quelques kalachnikovs font une descente dans un petit campement, maltraitent les gens qu'ils trouvent sur place et les obligent à aller vendre le bétail. Et ils attendent que l'argent revienne après la vente du bétail. Aux dernières nouvelles, en République centrafricaine, il y aurait à peu près 30 000 éleveurs qui auraient fui la République centrafricaine et ses malversations. L'État, dans certains endroits, une grosse partie de l'État n'est pas contrôlée par les forces publiques. Et donc, à certains moments, ils se sont organisés, les éleveurs, avec des archers, mais ils n'étaient pas de taille à lutter contre les kalachnikovs. Donc, il y a à peu près 30 000 Peuls, Bororo, sur 200 000 qui sont partis, qui sont retournés au Cameroun où il y a une meilleure sécurité.
Le Sénégal, lui, est un pays où règne la paix. Ancienne zone de transhumance, terre de repli pour les bergers peuls, le Ferlo a subi de profondes transformations. Encouragés par les campagnes d'hydraulique pastorale menées dans les années 50, les éleveurs et leurs familles se sont partiellement sédentarisés. Ils se sont regroupés en minuscules villages à proximité de mares et points d'eau permanents. Pour autant, paix et vie sédentaire ne riment pas forcément avec sécurité pour les animaux. Autrefois, tu pouvais laisser divaguer ton troupeau, tu pouvais le laisser seul pendant 10 jours, personne n'y touchait. Maintenant, pour nous, les éleveurs du Sénégal, ce qui nous fait tout drôle, c'est que si tu pars au travail, au retour, tes bœufs ont été volés. J'habite Kadjalé, c'est mon village d'origine. Mon grand-père, mon père et moi-même sommes nés ici. C'est ici mon origine. Je suis éleveur et je cultive la terre. Mais avant tout, je suis un éleveur. Je suis un éleveur qui a beaucoup de bœufs. Il y a 3 mois où tout va bien. Car pendant la saison des pluies, il y a à manger et à boire pour les bœufs. Mais passé les 3 mois de saison des pluies, on doit aller jusqu'au forage. Si on avait les moyens de faire venir de l'eau jusqu'à nous, au lieu de devoir emmener les troupeaux s'abreuver à 10 km, ce serait déjà mieux. On serait débarrassé de notre plus gros problème. C'est un fait, nous avons besoin d'aide pour développer l'élevage au Sénégal, pour produire de la viande et du lait. Mais on ne peut pas produire tout cela à cause de la sécheresse. Il n'y a plus d'eau, ni de mare pour boire, ni pâturage. Il ne faut pas croire que parce qu'on possède des troupeaux, on est assez riche pour se tirer d'affaire. Les éleveurs n'ont plus les moyens de s'en sortir. Passé les 3 mois d'hivernage, pour trouver de l'eau, les bœufs doivent parcourir de grandes distances. C'est pour cela qu'ils perdent du poids et ils ne boivent qu'une fois par jour. Dans ces conditions, les bœufs ne peuvent pas grossir, ni se reproduire correctement. Je m'appelle Mahamka. Je suis né ici, à Thialmé, et je suis président du comité rural. J'ai grandi dans une famille d'éleveurs. Je suis fils d'éleveur. Il faut qu'on nous aide autant que les cultivateurs. Il nous faut du matériel pour travailler. Il faut que le bidon d'eau ne nous coûte pas 500 francs.
Il faut qu'on puisse accéder à l'eau, comme les cultivateurs. Avec des camions-citernes, on pourrait s'organiser et ramener de l'eau, même de loin. Avant que les rivières ne s'assèchent, on avait de gros bœufs. Ils étaient bien nourris. Ils mangeaient, s'abreuvaient, se reposaient. Et d'une ville à l'autre, on trouvait toujours de quoi s'approvisionner. Les puits étaient pleins. Et sinon, il n'y avait qu'à creuser pour trouver de l'eau. Maintenant, les bœufs manquent d'eau et les vaches ne peuvent plus allaiter leurs petits. Autrefois aussi, les vétérinaires passaient chez les éleveurs. Ils faisaient des piqûres aux bœufs malades et ces bœufs guérissaient. C'était comme ça en ce temps-là. La quantité de vaccins qu'on te donnait autrefois pour quelques bœufs sert à vacciner 500 têtes aujourd'hui. Les États, traditionnellement, étaient organisés pour faire les campagnes de vaccination, pour faire les campagnes de déparasitage et de bain des animaux contre les tiques, parce que les tiques transmettent des maladies mortelles. Donc avant, c'était l'État qui se chargeait d'organiser la santé animale et souvent de la prendre en charge financièrement. Puis il y a eu un changement de stratégie au niveau mondial avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont demandé que finalement les producteurs prennent en charge la totalité des coûts de la santé animale. Donc il y a eu démantèlement des systèmes d'organisation de santé animale pour les remplacer par la privatisation. Donc finalement, la santé animale n'est plus assurée dans ces zones pastorales extensives, où la densité est très faible. On comprend, un vétérinaire ne va pas aller s'installer dans un endroit où il y a 3 ou 4 habitants au kilomètre carré et quelques têtes de bétail. Les Peuls possèdent des connaissances empiriques salutaires en termes d'élevage. Ils savent où trouver les pâturages qui favorisent le bon développement des bêtes, se débrouillent comme ils peuvent pour les débarrasser de leurs parasites ou soigner leurs infections. En l'absence de soutien vétérinaire sérieux, ils continuent par la force des choses à pratiquer une médecine traditionnelle de brousse, comme le fait aujourd'hui Aladji Chama, qui, avec une épée chauffée dans le feu, pratique des incisions sur l'une de ses bêtes qui souffre d'arthrose. Nous continuons à traiter les animaux de manière traditionnelle, avec le feu. Mais pour certaines maladies, on aurait besoin d'un vétérinaire. Aujourd'hui, les docteurs qui passent voir nos bêtes ne font rien de bon. Ils ne font qu'amplifier les dégâts. Les éleveurs Peuls ne sont guère mieux lotis en ce qui concerne leur santé et celle de leur famille ou l'éducation de leurs enfants. Les dispensaires sont souvent loin des campements de brousse. Les écoles peu pressées d'accueillir des enfants dont les familles se déplacent en permanence. Les éleveurs en général souffrent d'une certaine marginalisation institutionnelle, politique. Et en milieu pastoral, le grand problème, c'est l'action collective. Les mouvements qui existent, les organisations qui existent, ont été créées par l'État. Elles n'ont pas été une initiative des éleveurs à la base de se constituer en groupe, de se battre pour des questions qui les concernent. Et la plupart de ces organisations sont des organisations fantômes. C'est des gens qui ne sont pas réellement éleveurs, mais qui sont Peuls. Et le problème majeur au Sénégal, c'est qu'il y a l'identité d'éleveur qui s'imbrique à l'identité Peul. min bikkadini
Les organisations censées nous représenter ne sont pas dirigées par des éleveurs. Ce ne sont que des hommes d'affaires qui ne sont ni éleveurs ni agriculteurs. Et franchement, est-ce qu'ils connaissent la réalité et les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Est-ce que les conseillers techniques et les spécialistes de l'élevage font bien leur travail? Est-ce que c'est l'État sénégalais qui néglige les éleveurs? Là, on peut se poser la question. Est-ce que l'État est mal informé ou est-ce qu'il nous néglige en connaissance de cause? Les éleveurs traditionnels sont accusés de gérer leur cheptel de manière peu productive et de thésauriser leur capital en refusant de vendre leurs bêtes, soustrayant ainsi sa valeur au circuit économique. Les chercheurs ont beau démontrer que cette gestion est productive, dans le sens où elle s'adapte bien aux risques sanitaires et économiques, cette idée a la vie dure. Le premier terrain, on est un petit peu surpris, on a l'impression qu'on est face à une activité résiduelle des temps anciens, où on se dit c'est peut-être un prolongement au XXIe siècle de traditions ethniques dépassées par la mondialisation. On se rend compte que dans ce contexte qui est rempli d'incertitudes, avec beaucoup de problèmes, ce qui est visible, on sent la sécheresse du milieu, on se rend compte que finalement ils ont réussi à développer des comportements économiques qui sont les mieux adaptés sur ce terrain-là. Ayendor 45 أنا كل بيتها 30 30 ده البركة أخوي 30 ده عدل بقر ده ما أنا 30 البركة سمي 30 وتنين بيتها البركة أنت قصرت عليكم جيب 40 40 ما يجي خليتها 5 ده جيب 40 بيتا لك 40 بقر يو قصر على شغل شيء خلاص كمل. أنا ده خليتها لك 40 ده كان بيتا ده جيب 40 سمي 30 و8 أنا بيتها أنقص على شغل شيء أنقص على خليتها لك ألف واحد خليت ألف واحد سمي أنا كله خليت عليك ألف واحد نسيلك 30 و8 نجيب قرص سلمت عليه سي أقول قال جيب قرص يوا ده لا ده هناك يو قرص دام باكر زين أنا نجي نانتي قرص هناك ونكرب بقرة أنا يوم المتى ما عليهم الربا باكر خميس جمعة صبر نجيب قرص هناك نكرب بقرة أنا نمشي أنا يو أنت 200 لعادة نانتي 200 لعادة يو ما شاء الله تلقى 200 لعادة ما شاء الله ما شاء الله شكرا الله يبارك الله يسوي بركة الله يبارك الله يسوي مرحبا سنو ما شاء الله سنو بابا شكرا كنام بقر كلنا رب سوا دبر نشكمو On vend des bêtes pour acheter de la nourriture, nos vêtements et aussi des médicaments. Les médicaments pour soigner notre bétail. Nous ne faisons rien d'autre que de l'élevage. La culture de la terre n'est pas notre métier. C'est la vente de notre bétail seul qui nous permet de satisfaire tous nos besoins. C'est donc du marché que vient aujourd'hui la plus grande menace sur l'avenir de l'élevage extensif transhumant. Les éleveurs sahéliens, obligés de vendre des bêtes pour acheter de grandes quantités de mil et sorgho, pour nourrir leur famille en saison sèche, se retrouvent de plus en plus souvent confrontés aux manœuvres spéculatives de commerçants peu scrupuleux. La période de soudure, c'est-à-dire juste avant la récolte, quand les gens ont fini leur grenier et n'ont plus rien à manger, ils vont devoir acheter. Et là, la spéculation par les commerçants va faire monter le prix des céréales de 7 000 francs le sac de 100 kg à 10 000, 12 000, 20 000, j'ai même vu jusqu'à 40 000 francs le sac.
Donc, les gens étant obligés de manger vont vendre du bétail pour acheter ces céréales qui sont devenues de plus en plus chères. Mais comme tout le monde est dans la même situation, tous ces agroéleveurs vont porter le bétail en même temps sur le marché local, et ce qui va faire effondrer les prix. Donc une tête de bétail qui vaut 100 000 CFA, elle va se négocier à 80 ou 60 000 francs CFA. Donc vous avez d'un côté la spéculation des céréales qui fait passer le prix de 7 000 à 20 000, mettons en moyenne, et de la céréale, et en même temps, c'est à cette période la plus critique, le bétail qui va passer de 100 000 à 60 000. Bon, c'est cette double spéculation qui les met dans la tyrannie du marché local. Ce qui nous fait mal au Sénégal, c'est qu'on nous aide moins que les cultivateurs. À l'approche de l'hivernage, on leur prête de l'argent pour qu'ils puissent semer. Le sac de graines à 50 000 francs, ils l'obtiennent à moitié prix. Et pour nous, les éleveurs, le sac d'aliments pour le bétail passe de 8 000 à 10 000 francs. Ils ne le baissent pas d'un centime. Ça nous fait mal parce que, pour pouvoir l'acheter, il faudrait emprunter à la banque. Et même un troupeau de 500 bœufs, ce n'est pas considéré comme une garantie. C'est comme ça au Sénégal. Il faut que les gens sachent que le gouvernement nous laisse tomber. Tang boobu ak tey du benn maa ngi tang boobu mu ngi sax ngooñ sax mu ngi jar fii fukk ak juróom maas dem ba ci fanweer léegi mu ngi ci 3500 ma 4000 xam nga bokkuñ loolu moo ko waral ko aduna yàlla nit yi ñoo ko yokku marchandise moo ko yokk bii nag ñoo yëpp xam na ko bu ñu ko tax mu seere noonu jënd jox leen nu lekk jox leen nu ndox jox leen nu kooraay jox leen nu élément jox leen nu ripaas jox leen lépp ci poos rek la ñu dundal li ci def nag wàllu élevage dimbal dañ ko dimbal élevage dañ ko dimbal. Un ministère de l'élevage a été créé. Il aurait dû y avoir des changements. Mais jusqu'à présent, de tous les problèmes posés par l'élevage, absolument aucun n'a été réglé. Ils ont dit qu'ils allaient aider les éleveurs parce qu'au fond, ils connaissent le potentiel de l'élevage. Mais finalement, ils ne s'intéressent qu'à leurs ambitions personnelles. Il y a un conflit d'attentes, il y a un conflit d'objectifs. L'État, ce qui l'intéresse, c'est la fourniture en viande et en lait des centres urbains, donc la fourniture de produits animaux, alors que le peuple n'a pas l'impression d'être un fournisseur de viande. C'est un éleveur d'animaux avec une relation assez particulière avec les animaux, avec une gestion assez particulière. On a l'impression qu'il y a un malentendu dès le départ. Le gouvernement ne nous aide pas. S'il veut nous aider, il doit empêcher les éleveurs étrangers d'entrer dans le pays. Sinon, il tue notre production. Ces éleveurs viennent de Mauritanie, de Gambie, du Mali. Ils vendent leurs moutons et repartent du Sénégal avec l'argent. Ça me fait mal. La frontière gambienne est à moins de 300 km et tu ne peux pas faire entrer 1 kilo de sucre sans payer une taxe. Les frontières voisines laissent entrer des troupeaux entiers au Sénégal, alors que les nôtres ne peuvent pas sortir du pays. Mais pourquoi?
La dernière menace vient des stocks de viande subventionnés, importés d'Europe et d'Amérique latine. De 50 000 tonnes à la fin des années 80, les quantités importées atteignent aujourd'hui plus de 200 000 tonnes. Une viande vendue à bas prix. Les États ont besoin de viande le moins chère possible pour nourrir leur population, notamment des villes. Mais c'est en sacrifiant leur filière de production animale. Les Sahéliens, quand ils amènent la viande à 600 francs CFA et que les Européens exportent sur les marchés de la côte africaine à 400 francs, la petite ménagère à Abidjan, par exemple, quand elle ouvre son petit porte-monnaie, elle voit qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Entre la viande à 400, qui est de la viande congelée à 30% de graisse, mais qui est de la viande très correcte, et de la viande dont elle a l'habitude de zébu à 600, elle va acheter à 400. Donc, mon Sahélien, il est obligé de baisser le prix de sa viande s'il veut la vendre. Mais lui, il a toujours besoin d'une tonne de céréales à acheter. Donc, il est contraint de vendre du bétail. لا لا بقر ده عنده كله يعرفوك اللي هي دولة كهرباء قريب 60 سنة دولة كهرباء بقر ده ولا 70 سنة ما نعرف كهرباء ده ما لهم بترول ده مرق بس بقر ما عندهم فوق حاجة خليها حكومة يورينا أول شغل بيرفع ده اللي الترانسبور والبهايم هسه بقت الدولة بترولية ونحن منضغطين تعبانين حالتنا بالبلا حتى لقمة العيش بقت لنا صعبة. Le Tchad, grand pays d'élevage, a longtemps fourni ses voisins équatoriaux en viande fraîche. Un grand abattoir a été construit à N'Djamena dans les années 50 pour approvisionner les exportations de viande vers une dizaine de pays qui vont du Bénin à l'Arabie Saoudite. Avec le renchérissement des prix du transport et la concurrence de la viande importée d'Europe et d'Amérique latine, cette filière d'exportation a été mise à mal et l'abattoir de N'Djamena ne tourne plus au plein de sa capacité. Un débouché de moins pour les éleveurs africains. Vers les années 70, on exportait plus de 11 000 tonnes de viande fraîche vers le Congo, les deux Congos, Congo populaire et Zaïre. Et ça marchait très bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui envoient de la viande congelée à partir de l'Argentine, de machin, qui arrive au Zaïre avec un prix moins cher. Alors quand vous vous présentez avec votre viande du Tchad, avec un prix qui monte déjà aujourd'hui à plus de 2000 et quelques, eh bien, ça ne marche pas. Et le monde actuel, surtout africain, est pour la quantité au lieu de la qualité. Ceux qui transiment là ont de belles bêtes par rapport à ceux qui restent sur place. Même sur le marché, ils sont vendus à un prix très intéressant. La viande, l'élevage en principe, si on traite ça très bien, ça remplace le pétrole. Moi, je peux oser dire ça, hein, parce que ça peut travailler comme le pétrole. Parce que le cheptel tchadien, c'est un don, ça ne finit pas. Au niveau international, nous, Européens, et spécialement les Français, parce que dans les années 90, l'exportation des viandes européennes à 42% était française, de la viande française. Donc nous, Européens, nous sommes responsables partiellement. On a vu que localement, il y avait des problèmes, mais sur le plan international,
les viandes subventionnées, les 140 000 ou les 200 000 tonnes qui arrivent maintenant sur les pays de la côte, nous sommes partiellement responsables de la décapitalisation des producteurs sahéliens, donc de leur paupérisation. Mais on ne les entend pas parce qu'ils sont insuffisamment organisés. On a entendu les producteurs cotonniers à l'OMC s'exprimer. Il n'y a pas encore, bien qu'il y ait les prémices de l'Organisation internationale des éleveurs, l'UIOPE, qui existe, mais qui pour l'instant est une coquille assez vide, qui n'a pas la puissance des cotonniers africains, des organisations de producteurs cotonniers, mais il faut arriver à ça pour pouvoir discuter à la table des négociations de l'OMC. Il y a des choses qui, à mon avis, ne sont pas normales. S'il n'y a pas de changement dans les accords internationaux, notamment sur le problème de la viande, bon, là, je crains qu'ils se paupérisent jusqu'à finir leur bétail et se transformer, comme j'ai vu en Centrafrique, en pêcheurs. Au bord d'un lac, eh bien, vous avez un Peul Bororo qui n'a plus d'animaux et qui est pêcheur. C'est tout. Voilà, ça serait vraiment la condamnation d'un mode de vie et d'une société fabuleuse sur le plan de l'élevage. La possible disparition des pasteurs peuls nomades n'est-elle pas une occasion de repenser notre façon d'avancer? Dans une époque faite d'aléas climatiques et d'incertitudes économiques, leur mode de vie mobile et flexible, respectant un équilibre entre l'homme et la nature, est riche d'enseignements pour nos sociétés inquiètes. Le système pastoral ancestral des éleveurs peuls, accompagné et amélioré, pourrait préfigurer de nouveaux modes de survie pour l'homme de demain.